quand est-ce que ça commence? C'est bon, ça devrait pas tarder, Jérémy, t'en fais pas. Ah. Encore un cartoon de propagande? C'est bon, on a compris, les nazis c'est mal, les États-Unis c'est génial. Ça devrait bientôt être fini de toute façon. L'Allemagne a capitulé. De toute façon, ça sert à rien, ces cartoons de propagande contre les nazis. Là, je ne suis pas d'accord avec toi, Clément. Ah bon? Pourquoi? Est-ce que tu te rappelles au moins comment ça a commencé? Alors nous pouvons déjà nous demander quel a été l'impact des cartoons de propagande américains contre les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Hein? Pourquoi? Nous aborderons d'abord le genre du cartoon de propagande, Jérémy? puis nous aborderons le cas d'un studio en particulier, Tu me fais peur, Jérémy. Arrête, s'il te plaît. et pour finir, nous parlerons d'un cartoon de propagande en particulier qui représente parfaitement le genre. C'est fini? Bah déjà, je vais t'expliquer ce qu'est qu'un cartoon de propagande. Mais je sais ce que c'est bon. Déjà, le cartoon en général est un film d'animation, souvent décliné en court-métrage. Il met en scène des personnages surréalistes, souvent des animaux comme Mickey ou Bugs Bunny, dans des situations rocambolesques, le but étant toujours de faire rire. Mais c'est la guerre qui joue un rôle décisif dans le développement du cartoon de propagande. En effet, l'armée américaine ordonne aux différents studios d'animation de donner une mauvaise image de l'Allemagne nazie grâce aux cartoons et à leurs personnages, dans le but d'influencer l'opinion publique, de modifier sa perception d'événements ou même de personnes. Elle a donc pour but, comme la propagande en général, de rallier des partisans. Et en plus, le film préféré de Hitler, bah c'était Blanche-Neige et 7 nains. Hein. Non, c'était juste pour dire. Ça n'a aucune incidence sur le reste. Voilà. Entre 1939 et 1945, les États-Unis produisent à Hollywood 125 cartoons par an. En 1943, 65% des dessins animés font référence à la guerre. L'attaque de Pearl Harbor, Qui a eu lieu le 7 décembre 1941. oui. Ouais, trop fort. Ouais. Wouhou. Donc Pearl Harbor marque un tournant dans l'utilisation faite par les Américains de cette arme psychologique qu'est le cinéma. Le gouvernement encourage les studios hollywoodiens à participer à l'effort de guerre et à mobiliser l'arrière. Le dessin animé fait vibrer la fibre patriotique et contribue à forger une représentation du bien et du mal dont le message politique est aisément assimilable. Et donc, tous les studios d'animation s'y mettent. Disney avec Donald, Warner avec les Looney Tunes, MGM avec Tex Avery, etc. etc. Par exemple, tu te rappelles de ce cartoon où Daffy Duck il donne un coup sur la tête d'Hitler? Ah oui, Daffy the Commando. Oh, ou celui où Hitler est représenté dans The Dictators, voilà. Tu te rappelles? Le canard il est à peine sorti de l'œuf et il s'exclame déjà Heil! Personnellement, j'ai préféré Education for Death, où les petits enfants allemands apprennent à devenir le bon nazi et puis finalement mourir. Il était trop drôle. C'est bizarre. Mais bref, tout le monde y va, prêt à défendre les valeurs patriotiques de notre bon pays qu'est les États-Unis d'Amérique. Oui, mais il y en a tellement. Même les studios Disney s'y sont mis, alors qu'ils sont censés symboliser la douceur et l'innocence de la jeunesse. Oh, je peux parler de Walt Disney, s'il te plaît? Je peux? Ah, oui, vas-y. Yes. A-t-on encore besoin de présenter le grand Walt Disney? Oui. Alors, Walter Elia Disney, dit Walt Disney pour les intimes, né le 5 décembre 1901 à Chicago, est connu comme producteur, réalisateur, scénariste et acteur américain. Il fonda en 1923 la société Walt Disney Company et devint petit à petit l'un des producteurs de films les plus célèbres. Il est également connu pour avoir été un conteur d'histoire. Lui et son équipe ont créé un bon nombre de personnages animés les plus connus au monde, dont l'un est considéré, à la suite d'une interprétation romantique de plusieurs journalistes, comme son alter ego, j'ai nommé Mickey Mouse. D'ailleurs, ce serait chouette un parc d'attractions sur Disney. Il y a du potentiel, non? Et tu l'appellerais comment ce parc? Je sais pas. Mickey Mouse Park? Effectivement, l'entrée en guerre de l'Amérique en 1941 a un effet immédiat sur les productions de Disney. Dès le bombardement de Pearl Harbor, l'armée réquisitionne en effet les studios. C'est ainsi un après-midi que Walt Disney reçoit un coup de téléphone de son service de sécurité pour lui annoncer que les militaires ont envahi le soundstage afin d'y effectuer des réparations de véhicules, de combat et de mitraillettes d'avions. Cette décision est prise car les autorités pensent qu'il y a un risque que les locaux de Lockheed Aircraft soient menacés d'un nouveau bombardement ennemi. Le studio est alors placé sous bonne garde. Le personnel de Disney, y compris Walt et son frère Roy,
ayant droit à un relevé d'empreinte et à un badge d'accès, tandis que pas moins de 3 millions de munitions sont déposées sur le parking. En 24 heures, les studios Disney rentrent en mode actif dans l'effort de guerre. Walt Disney est alors commissionné par le Navy Bureau of Aeronautics pour produire un court-métrage d'entraînement de 20 minutes. Et la Navy reconnaît là le potentiel de l'animation depuis les courts-métrages Disney réalisés autour de la guerre, à l'exemple de The Thrifty Pig, qui reprend leur grand classique des 3 petits cochons, mais le loup est devenu un nazi. En décembre 1941, elle commande donc une série de films sur les avions et l'identification des navires de guerre. Chaque opus ne doit pas coûter plus de 4500 $ et faire au moins 300 mètres de pellicule. Le premier d'entre eux devant être prêt en 90 jours et les 20 suivants en 6 mois. Ce planning, à l'évidence ultra court, ajoute bien des difficultés à des studios déjà considérablement gênés par la présence de l'armée et la mobilisation d'employés clés. Ce sont par conséquent différents types de productions qui sont réalisés pour la Navy ou l'Army. Aircraft Carrier Landing Signals, B-25 Medium Bomber ou The Halifax Incident. Chose notable, il n'y a jamais ni temps ni argent pour la qualité technique. Autant que possible, il faut aller à l'essentiel en utilisant des schémas ou dessins plutôt qu'une animation intégrale. Comme notre animation ? Oui Jérémy, comme notre animation. Malgré ces raccourcis de production, Disney a du mal à suivre les demandes de Washington. Son département caméra travaille ainsi 20 heures par jour pour tenir les délais. Les 4 dernières heures étant prévues pour la maintenance et la réparation du matériel, le tout occupant 6 jours par semaine. Pour autant, Walt Disney pense que cette expérience de marche forcée peut avoir des retombées bénéfiques dans l'optique d'une création de techniques de production plus efficiente et de l'entrée de son studio dans le genre du film éducatif. Parfait en ces temps où la diversification est indispensable pour survivre économiquement. Au total, ce sont plus de 120 000 mètres de pellicules qui sont produites pendant 4 ans pour environ 68 heures de programme répartis sur plus d'une centaine de courts-métrages, sachant que la participation de Disney peut aller d'une seule à une vingtaine de minutes sur le produit final, le reste étant directement filmé en live par les militaires eux-mêmes. Walt Disney s'investit donc beaucoup dans l'effort de guerre de son pays. En plus des insignes de guerre qu'il réalise et des courts-métrages d'entraînement, il produit également des cartoons de propagande comme Der Führer Face, The Thrifty Pig ou The New Spirit, des courts-métrages éducatifs comme What a Friend or Enemy, des insectes porteurs de maladies ou The Unseen Enemy, des longs métrages d'animation dont certains aboutirent comme Victory, Thor, Hair, Power et d'autres non tels que les Gremlins. Mais je pense qu'il nous faudrait un représentant, un exemple de cartoon qui illustrerait parfaitement l'emploi de la propagande dans le cartoon. Est-ce que tu te rappelles de ce cartoon où Donald travaille chez les nazis ? Oh, j'avais essayé de l'oublier. Il a traumatisé mes nuits. Comment il s'appelait déjà Donald au pays des nazis, quelque chose comme ça ? Je crois que tu veux dire Der Führer's Face. Der Führer's Face se présente comme un cartoon farouchement anti-nazi. En réalité, il s'agit d'une commande indirecte d'une série de 4 courts-métrages de propagande du gouvernement américain, comprenant en plus de Der Führer's Face, Education for Death, Raison et Émotion et Chicken Little. Mais après la déconvenue de The New Spirit, où Walt Disney avait été accusé d'utiliser à tort l'argent du contribuable pour faire son court-métrage, le maître de l'animation refuse d'utiliser le même mode de financement direct. Il passe par l'intermédiaire du magazine Reader's Digest, qui accepte de prendre à sa charge la série des 4 cartoons, en recevant lui, discrètement, une aide financière de la Coordinator of Inter-American Affairs. Par rapport aux 3 autres cartoons, Der Führer's Face présente la particularité d'être la seule critique frontale du régime nazi avec un personnage vedette de Disney. Ici, Donald Duck. Réalisé par Jack Kinney, un spécialiste des cartoons de dingo en temps normal, le court-métrage a pour origine des passages abandonnés de The New Spirit et qui avait été imaginé par Joe Grant et Dick Huemer. The New Spirit devait en effet commencer par un cauchemar de Donald, imaginant sa vie dans les pays de l'Axe. Der Führer's Face va donc reprendre le concept tout en s'inspirant clairement de 2 films de Charlie Chaplin, Les Temps modernes, sortis en 1936, et Le Dictateur, datant de 1940. Le cartoon va ainsi utiliser les mêmes astuces de comédie de situation, allant jusqu'à l'absurde, ceci afin de mieux dénoncer le régime nazi. Der Führer's Face commence par un défilé d'une fanfare dédiée au culte d'Hitler. Il peut être alors reconnu des caricatures de 3 figures essentielles de l'Axe: l'empereur japonais Hirohito, le dictateur italien Mussolini et Hermann Göring, le commandant-chef de la Luftwaffe et militaire emblématique du régime hitlérien.
Ce dernier est particulièrement moqué, en lui donnant une attitude efféminée et en mettant en avant les décorations de guerre qu'il aimait accumuler et porter. À côté des trois, les Allemands anonymes ne sont pas non plus représentés sous leur meilleur jour. Ils sont ainsi soit gros et petits, soit grands et maigres. Ce qui frappe tout de suite dans Der Führer's Face est clairement le parti pris absurde du cartoon mis au service du message de propagande. Pour mettre par exemple en avant la puissance du régime totalitaire du Troisième Reich, l'utilisation du swastika, la tristement célèbre croix gammée, se fait à l'outrance. Elle est partout, la forme des nuages, des arbres, des barrières, des moulins à vent, des poteaux électriques, la tapisserie, le paravent, sans parler du réveil de Donald où les chiffres donnant l'heure ont été remplacés par le fameux signe nazi. La croix gammée est absolument partout, même de façon subliminale. Ainsi, quand Donald fait ses exercices physiques, afin d'avoir un esprit sain dans un corps sain, ses mouvements de bras reproduisent un swastika. Au-delà de la parodie et de la caricature, la réussite et la popularité de Der Führer's Face viennent assurément de sa chanson titre. Composée par Olivier Wallace en moins d'une heure, l'air en est, il est vrai, terriblement efficace. S'inspirant en se moquant de l'hymne nazi, la chanson est drôle dans sa forme grâce à l'accent allemand pris par les chanteurs anglais, mais grave dans ses paroles. Le texte est une critique directe d'Hitler, de Goebbels ou de Göring, mais aussi du régime politique nazi. En septembre 1942, soit 4 mois avant la sortie du cartoon, Spike Jonze and his City Slickers décident d'éditer un 45 tours en réinterprétant la chanson. Le disque fait alors un véritable tabac en s'écoulant rapidement à 500 000 exemplaires. Sa popularité sera telle qu'un livret en reprenant la partition sera mis en vente dans la foulée. Bah maintenant que t'en parles, je ne me promène jamais sans mon disque 45 tours et mon disque de la chanson. La chanson fait alors le tour du monde, arrivant en Angleterre, mais également dans l'Europe occupée. Pour surfer sur son succès, le cartoon va même jusqu'à changer de titre lors de sa sortie. Alors qu'il se nommait à l'origine Donald Duck in Nuttyland, la popularité de la chanson va aboutir à le voir rebaptisé de son titre, Der Führer's Face. Der Führer's Face se termine par une ode aux États-Unis et la valeur de la liberté. Mais même là, le studio Disney se laisse aller à une gentille moquerie en superposant les croix gammées du cauchemar par un décor où le bleu aux étoiles blanches du drapeau américain est partout. Donald embrasse alors une reproduction de la Statue de la Liberté. Les artistes exagèrent ici le message de bienveillance, bien sûr pour contraster la critique menée contre le régime nazi, mais peut-être aussi pour se moquer du patriotisme américain un peu trop exacerbé. Le cartoon se clôt alors sur une reprise de la chanson où quelqu'un envoie une tomate en plein visage d'Hitler, en plein sur Der Führer's Face. Ah, mais alors c'est pour ça le titre? Ah d'accord. Ah bah je viens de comprendre. Ah c'est génial. Der Führer's Face est un pan important de la carrière de Donald Duck. Il s'agit ici de son seul court-métrage ayant remporté l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation. D'un point de vue de l'histoire avec un grand H, c'est aussi une preuve de l'implication des studios Disney, en particulier et d'Hollywood en général, dans l'effort de guerre durant la Seconde Guerre mondiale. Il est impossible de ne pas trouver ce cartoon de propagande particulièrement efficace et d'une drôlerie à toute épreuve. Il est parfait pour démontrer, par l'absurde, les méfaits d'une dictature militaire en général et du régime nazi en particulier. À présent, nous pouvons arriver à une conclusion. Au vu de la richesse et de la diversité de ses réalisations, la Seconde Guerre mondiale constitue un âge d'or pour le cinéma d'animation. Instrument au service du politique et du militaire, le dessin animé a eu un impact tout relatif durant ce conflit. Reste que ce programme de persuasion par l'image est exceptionnellement riche pour comprendre cette période de l'histoire. Le dessin animé a permis de caricaturer ou ridiculiser l'ennemi tout en alertant les civils sur la nécessité de se mobiliser. Une arme psychologique dans une guerre intégrale où l'art est convié à faire sa part du travail. Oh, le film va enfin commencer. Bon film. Toi aussi. Oh, monsieur le projectionniste, c'est quand vous voulez, hein? Bon, en fait, le film est fini, hein. J'attends juste que vous sortiez pour ranger. Mais on a parlé pendant tout le film? Mince alors. Bon, on reviendra. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Bah merci, messieurs. Vous êtes qui? Oh non, on est personne, de toute façon, on s'en allait, hein. Ouais. Allez, salut. Qu'est-ce que c'était que ça?